Donc, nous voici pour un nouveau module de la partie législation qui va traiter de ce que vous voyez à l'écran. Donc, ce qu'on appelle la domanialité des terres, les notions de zonage et les aires protégées. Donc, vous voyez que c'est un contenu de cours qui va traiter du territoire, on va dire. Et vous aurez aussi normalement un exercice sur tout ce qu'on appelle les territoires à statut particulier ou qui font l'objet d'une protection particulière. Donc, on va commencer par le premier item, c'est-à-dire la domanialité des terres. Donc, tout d'abord, mais qu'est-ce que la domanialité des terres? Donc, on vous dit, selon une définition du Wiktionnaire, propriété en ce qu'elle relève du domaine public ou privé. Donc, domanialité des terres, c'est ça. Vous comprenez que c'est tout simplement de savoir est-ce qu'on va parler d'un territoire qui est de domaine public ou de domaine privé. Et s'il est du domaine public, est-ce que ça va être du public provincial ou du public fédéral? Et donc, ça, c'est très important de savoir la domanialité des terres sur laquelle vous travaillez. Pourquoi? Je vous pose la question. Je vous laisse un temps de réflexion. Parce que on va voir des raisons, parce que non, c'est pas juste parce que on vous le dit, alors c'est important. Vous allez voir qu'il y a des bonnes raisons qui font que c'est important de savoir la domanialité des terres sur lesquelles vous allez travailler. Donc, on vous dit un technologue en fonction, c'est ça, il devra toujours tenir compte des éléments suivants, et vous allez voir que ça rejoint la domanialité des terres. Donc, le lieu de votre intervention en tant que professionnel sur le terrain, il est sous quel niveau de juridiction? Est-ce que donc, encore une fois, c'est un territoire fédéral, provincial, municipal ou un terrain privé? Et pourquoi c'est important de savoir ça si on va encore plus en détail? Parce que ça ne répond pas forcément à la question. Mais c'est parce qu'on a commencé à le voir un petit peu, c'est sûr que selon que vous êtes sur des terres fédérales ou des terres provinciales ou du municipal ou du privé, il va y avoir des lois, des règlements ou des politiques particulières qui vont s'appliquer différemment selon justement la juridiction sous laquelle vous allez être. Si vous êtes sur un territoire fédéral, ça dépendra de lois fédérales, donc ça ne sera pas la peine d'aller chercher dans législation Québec, ça sera des lois fédérales qu'il faudra trouver. Par contre, si c'est au provincial, là, ce sera les lois québécoises, bien évidemment. Si c'est du municipal, il faudra voir les règlements municipaux, etc. Et je vais tout de suite faire une parenthèse parce que là, je viens d'utiliser le mot politique. J'ai dit les lois, les règlements et les politiques qui s'appliquent, mais politique, on n'a pas vu ce que c'était. Donc, vous avez une définition ici du Grand Dictionnaire de l'Office québécois de la langue française. Donc, une politique, on dit que c'est l'ensemble des principes généraux qui indiquent la ligne de conduite adoptée par une organisation privée ou publique dans un secteur donné et qui guide l'action ou la réflexion dans la gestion des activités. Donc, une politique, c'est pas aussi sévère qu'une loi ou un règlement. Si vous dérogez à la politique, en général, il n'y a pas forcément de sanctions pénales, etc., de choses comme ça. C'est juste un alignement qu'on aimerait suivre. Donc, à nouveau, ça peut être des codes de conduite, des choses comme ça qu'on aimerait mettre de l'avant. Donc, même si c'est pas de force aussi importante légalement que loi ou règlement, c'est quand même sympathique si vous allez sur un territoire ou dans un organisme privé qui a une politique particulière, c'est sympathique quand même de la respecter quand vous allez travailler sur ces terrains-là. Donc, on revient à pourquoi c'est important de savoir si la domanialité des terres, encore une fois. Parce que tout ceci va impliquer, encore une fois, des autorisations ou des permis, souvent, qui vont être nécessaires pour travailler sur ce territoire. Donc, encore une fois, pour savoir quel type de permis vous devez demander et est-ce que vous devez demander vos permis au fédéral ou au provincial, c'est quand même mieux de savoir, encore une fois, si votre terrain sur lequel vous travaillez physiquement, vous avez les pieds, il est sous juridiction fédérale ou provinciale. Ou municipal, encore une fois, il y a des travaux ou des choses, c'est aux municipalités directement qu'il faut demander l'autorisation. Donc, terrain privé, terrain public, on va revenir un petit peu là-dessus. Vous en aviez vu un petit peu
des chiffres dans la partie profession pour foresterie, donc je ne sais pas si ça va vous revenir. Est-ce que vous vous rappelez combien il y a de pourcentage de territoires privés au Québec versus des territoires publics? Il y a 8% à peu près du territoire qui est privé au Québec. C'est ce que vous voyez en marron sur la carte. Et vous voyez que c'est bien évidemment là où les gens habitent. C'est là où il y a des grandes concentrations de population et c'est donc là que les gens vont posséder leur maison et un petit bout de terrain qui va avec leur maison. Donc c'est ce que vous voyez illustré ici. Donc on voit bien évidemment le sud du Québec, autour de Québec, Montréal, un petit peu en Abitibi, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie. Donc tout simplement les zones habitées du Québec. Et pour les terrains privés, tout ça est consigné dans ce qu'on appelle le cadastre. Donc les terrains privés partout au Québec sont divisés en à peu près 4 millions de lots. Donc chaque propriété est consignée au cadastre. Donc ça peut ressembler à ce que vous voyez ici. Donc le cadastre avait été reformé, donc les chiffres dépassent les 4 millions parce qu'il y a eu des changements. Mais vous voyez, tout ça là, ça représente des terrains privés qui appartiennent donc à des gens différents sûrement. Puis vous voyez, vous avez les grandeurs du terrain, les superficies, etc. Donc ça, il y a un outil en ligne pour voir ça. Donc je rouvre ma page. Donc vous voyez, on tombe sur le ministère Énergie et Ressources naturelles, puisque c'est eux qui s'occupent de ça. Donc sur un ordinateur. Vous voyez que c'est accessible version tablette, téléphone, etc. Donc là, c'est une version gratuite, donc je n'aurai pas toutes les spécificités de dimension des lots. Mais donc vous voyez, vous avez une carte interactive, en fait, tout simplement. Et en zoomant, vous pouvez aller chercher la région qui vous intéresse et voir le découpage du cadastre. Donc rang Saint-Paul par exemple, ma maison est le long de ce rang. Et quand on commence à zoomer assez près, vous voyez, on commence à voir les découpages des propriétés ici notamment. Donc voilà, là je ne sais plus exactement où est la mienne, mais c'est un peu long de tout zoomer. Donc vous voyez la délimitation du lot. Hop là. Le numéro du lot. Et si on avait une version payante, on verrait aussi les dimensions, la superficie, etc. Donc voilà, c'était pour vous montrer cet outil-là qui pourra peut-être vous être utile plus tard quand vous aurez à chercher qui est propriétaire de quel terrain sur lequel vous avez peut-être du travail à faire. Donc, on vient de dire qu'il y avait 8% du territoire qui était privé. Donc, si vous faites le calcul, ça fait qu'il reste 92% du territoire québécois qui est public. Donc là-dedans, on a les terres provinciales québécoises. On a les terres municipales, donc encore une fois, les provinces délèguent aux municipalités des droits, des pouvoirs, etc. Et il y a 4% de terres fédérales sur ces domaines publics. Donc terre fédérale, est-ce que vous vous rappelez du dernier cours? Ça peut être quoi? Des terrains qui sont sous juridiction fédérale. Donc en fait, il va y avoir par exemple tous les aéroports. Tous les aéroports en sol québécois, ce sont des terres fédérales à l'intérieur du Québec, puisqu'on a vu que tout ce qui était aéronautique, etc., c'était de juridiction donc fédérale. Réserve amérindienne, ça c'est des sujets traités par le fédéral aussi. Les parcs fédéraux, donc les parcs Canada, les parcs CEPAC sont québécois, mais les parcs Canada, comme le nom l'indique, encore une fois, sont fédéraux. Donc tous ces petits terrains, tout ce qui est base des forces armées aussi, donc Bagotville par exemple dans la région. Donc tout ça, ça fait partie, ça constitue le 4% de terres canadiennes en sol québécois, si on peut dire ça comme ça.
Et donc, c'est encore, on a vu que pour le cadastre, c'était le MERN qui gérait ça, mais c'est exactement pareil pour les terres publiques. C'est aussi le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui va gérer les terres du domaine de l'État et qui donc peut décider de louer des parties de terrain public, d'en vendre parfois et aussi de donner donc divers droits d'utilisation sur les terres publiques. Donc par exemple, les droits pour aller couper du bois, pour faire des sentiers, que ce soit de randonnée pédestre, de motoneige, pour donner des droits de trappe, d'aménagement divers et variés, etc. Quelques chiffres comme ça pour vous illustrer un petit peu. Il y a 47 000 citoyens ou organismes privés ou publics qui bénéficient comme ça d'un droit d'utilisation d'un terrain public. Donc sur ces 47 000, il y en a 45 000 qui sont simplement locataires d'un petit bout de forêt québécois. Donc vous voyez que la majorité, 29 000, c'est tout simplement pour de la villégiature, pour mettre son chalet. Il y en a 12 000, c'est pour des abris sommaires, puis 4 000 pour des fins, que ce soit commerciales, récréo, touristiques ou autres. Et donc il y en a 2 000 autres qui ont d'autres formes de droits. Donc par exemple, encore une fois, un club de motoneige qui se voit octroyer des droits d'aménagement sur le territoire public pour faire des sentiers par exemple. Donc, pour terminer, des mini-exemples, encore une fois, pourquoi c'est important en tant que technologue de savoir si vous êtes sur un terrain public, privé, etc. Donc, par exemple, si vous devez échantillonner dans une usine de produits chimiques, cette usine, c'est une propriété privée. Donc, vous devrez déjà demander la permission de rentrer à l'intérieur de l'usine. Ce qui pourrait vous être refusé parce qu'encore une fois le propriétaire est maître, on va dire, chez lui, à part si vous avez une carte d'inspecteur du ministère, encore une fois, notamment en protection, etc. Là il y a des inspecteurs qui ont quasiment autant de pouvoir que des policiers, mais sinon si vous êtes un technologue de base entre gros guillemets, là, puis que c'est vraiment pour des petits échantillons de routine et puis que vous n'êtes pas inspecteur ni rien, c'est ça, n'importe qui a le droit de vous refuser son accès à sa propriété privée. Et si vous rentrez dans l'usine, encore une fois, il y a peut-être une politique à respecter, des règles internes comme le port du casque, de lunettes, etc. Donc il faudra vous plier aux règles de cette propriété privée-là si vous voulez pouvoir rentrer à l'intérieur et travailler à l'intérieur. Construction d'un sentier de randonnée prévu au lac Kenogami. Ce sentier va traverser plusieurs terrains privés et des terres publiques. Donc là c'est tout simplement pour illustrer qu'il faudra que vous demandiez des autorisations donc pour passer sur ces différents territoires à chaque fois. Tout simplement. Donc c'est là que peut être utile le cadastre notamment. Là vous allez regarder comment le long de votre sentier, sur combien de lots privés différents il passe, à qui appartiennent ces lots privés pour demander des accès. Puis pour les parties publiques, encore une fois là on vient de voir quel est le ministère qui gère ça. Donc il y aura sûrement des permis, des demandes à faire à ce ministère là qui était le MERN, ressources naturelles. Donc c'est ça, c'est tous des petits aspects encore une fois à prêter attention. Dans une ZEC par exemple, autre exemple, il y a un barrage de castor qui a causé des dommages à une route secondaire, donc il va falloir que vous construisiez un ponceau sur cette route pour l'évacuation de l'eau. Là aussi il y a plein de choses à penser. Donc vous par exemple, si vous êtes travailleur pour cette ZEC et que vous vous en rendez compte, vous pouvez recommander à la ZEC de construire un ponceau donc. Mais comme c'est un chemin secondaire, c'est pas du ressort des forestiers parce que normalement les chemins forestiers principaux, c'est justement les industries forestières, etc. qui doivent gérer ça. Mais là, comme c'est le cas d'un chemin secondaire, ça ne sera pas le cas. Donc en premier, il faudra vous assurer que la ZEC est d'accord pour construire ça, qu'elle a le budget. Il faudra une autorisation du MFFP secteur forêt en vertu d'un règlement sur des normes d'intervention en milieu forestier. Donc vous voyez, il y a plein de choses à être au courant, à penser. C'est vraiment, ça peut être très complexe, mais encore une fois, vous verrez tout ça dans chacune de vos voies de sortie. Le cours législation du tronc commun, c'est vraiment encore une fois, je me répète beaucoup, comme une initiation à commencer à ce que vous preniez conscience qu'on ne fait jamais un aménagement comme ça sur le terrain québécois sans avoir plein de choses à penser à l'avance. On ne peut pas faire ce qu'on veut comme on veut, loin de là.
Parenthèse bis, on va terminer là-dessus, c'est parce que tout à l'heure, c'est ça, je vous disais, ben, si vous êtes sur un terrain fédéral, ça va être des lois fédérales qui s'appliquent, donc là, il ne faudra pas aller les chercher sur Légis Québec, Publication Québec, mais il faudra que vous alliez les chercher sur les portails canadiens, et je me rends compte que c'est vrai qu'on ne vous a pas montré le portail canadien pour tout ce qui est loi en ligne, donc je voulais vous montrer ça quand même. Donc pour les lois canadiennes, vous voyez, ça s'appelle Laws Loi. Donc Laws Loi justice.gc.ca. Donc là par exemple, c'est vous avez travaillé avec celle-là dans l'exercice de faune, loi de 94 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Donc je rentrerai pas dans la codification et tout, c'est un petit peu différent de comment ça marche au Québec. Personnellement, je préfère la façon québécoise, sans politique là-dedans. Mais je vous ai déjà dit que j'avais un petit côté plutôt souverainiste. Mais donc vous voyez, sinon ça marche pareil. Après, la loi est en ligne. Donc on commence par les définitions, on en a parlé déjà qu'en premier c'était les définitions. J'avais parlé de application, qu'une loi ne s'applique pas forcément tout le temps, en tout temps et sur tout lieu, mais des fois vous avez un petit paragraphe exprès, donc là on vous le dit bien, la présente loi s'applique à l'ensemble du Canada ainsi qu'à la zone économique exclusive de celui-ci. L'objet de la loi, on a parlé de ce qu'était l'objet de loi, et après ben, ça démarre. Mais là vous voyez par contre, c'est pas comme au Québec où vous défilez tout sur la même page, là c'est découpé en plusieurs pages, donc à chaque fois il faut cliquer sur page suivante. Donc voilà, en tout cas c'était pour vous dire que ça s'appelle Laws, Loi Justice GCCA ou site web de la législation. Vous tomberez donc sur ces sites fédéraux qui ressemblent à ça. Vous voyez là vous avez la liste des lois codifiées, les règlements. Vous pouvez directement taper votre titre, sinon vous pouvez les chercher par première lettre. On vous donne celles qui sont le plus fréquemment consultées. Donc, Laws, Loi, Justice, GCCA, site web de la législation justice. Je pensais que c'était important de vous le montrer quand même, le côté fédéral aussi. Donc, terminé pour la première partie, la seconde arrive rapidement.